Bonjour et bienvenue dans l'Avenir en région. Confinement et crise sanitaire oblige, je serai seule encore aujourd'hui en studio. Mais heureusement, grâce aux technologies, nous pouvons travailler autrement et en visio avec mes invités. Ces technologies qui font évoluer nos pratiques et nous le verrons dans notre émission, ce n'est pas uniquement dans le cas d'une web TV que les nouvelles technologies nous font avancer. À tout de suite. Tant qu'on a la santé, dit le proverbe. On le constate actuellement, plus que jamais, la santé est essentielle. L'intelligence artificielle s'invite dans ce secteur pour faciliter le travail des professionnels et améliorer encore la prise en charge des patients, notamment dans le soin qui leur est apporté. Pour parler de la place de l'intelligence artificielle dans la vie des soignants et dans la santé, j'ai le plaisir d'avoir avec moi en visio aujourd'hui 4 invités. Alors depuis le CHU de Dijon, le professeur Patrick Callier du laboratoire de génétique chromosomique et moléculaire qui s'est associé à les compétences du docteur Davide Callegarine, le premier médecin en intelligence artificielle. Bonjour messieurs. Bonjour. Et à Besançon également avec nous aujourd'hui, Sébastien Henry a créé Pixie Médical pour accompagner l'évolution de la chirurgie orthopédique grâce notamment à l'intelligence artificielle. Bonjour monsieur Henry. Bonjour. Et puis, dernier invité, mais pas des moindres, à Besançon également, Régis Roche dirige le pôle des microtechniques et en particulier Innovels. Alors Innovels est l'un des 2 clusters régionaux réunissant les entreprises industrielles, laboratoires de recherche et le monde académique du domaine de la santé en Bourgogne-Franche-Comté. Bonjour Monsieur Roche. Bonjour. Alors, Monsieur Roche, ma première question, elle est pour vous, justement. Avant toute chose, il y a un mot récurrent que les néophytes ne se sont pas encore totalement appropriés, peut-être, c'est la MedTech. Alors, concrètement, c'est quoi la MedTech et qui en sont les acteurs? Alors, je dirais que c'est relativement simple. La MedTech, ce sont les technologies médicales. Donc, en fait, c'est tout ce qui intervient, c'est tout ce qui n'est pas quelque part médicament. Aujourd'hui, on a 2 grands secteurs disons 3 grands secteurs, donc la pharmacie, la medtech et la biotech. Donc la biotech, c'est les technologies biologiques donc medtech, technologie médicale. Donc ça fait intervenir tout ce qui représente le dispositif médical. Ça peut aller du lit hospitalier au scalpel en passant par un cœur artificiel ou un stent. Voilà, des dispositifs implantables ou pas implantables. Donc c'est extrêmement large comme définition et on peut constater ces dernières années qu'il y a de plus en plus de dispositifs médicaux qui intègrent de l'intelligence artificielle pour remplir leurs fonctions. Alors la Bourgogne-Franche-Comté est reconnue nationalement dans le secteur de la santé, en tout cas pour ses compétences. Est-ce que nous sommes justement à la pointe sur la question des technologies et de l'intelligence artificielle en particulier, Monsieur Roche? Alors, je ne sais pas si nous sommes à la pointe. Je dirais que nous faisons partie des acteurs au niveau national en Bourgogne-Franche-Comté qui comptent, notamment par un réseau qui est relativement, voire très important, un réseau de sous-traitants qui est important en Bourgogne-Franche-Comté, et des dispositifs qui sont de plus en plus innovants, et donc les sous-traitants sont obligés de s'adapter. Et récemment, on peut voir l'apparition de startups tels que Pixie Médical, donc Sébastien Henry qui est avec nous aujourd'hui, ou je citerai également la société Archeon, par exemple, qui développe un dispositif médical intégrant de l'intelligence artificielle, ou encore sur Dijon, la société Cassis, qui a un outil, en fait, qui est un logiciel d'analyse d'images IRM basé sur l'intelligence artificielle. Donc, je ne saurais pas vous dire si nous sommes à la pointe, mais en tout cas, nous sommes dans le courant et plutôt bien placés. Alors, vous le disiez justement, parmi les entreprises qui intègrent l'intelligence artificielle dans le milieu de la santé, on trouve Pixie Médical. Alors, Monsieur Henry, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment est né Pixie Médical? Oui, Pixie Médical est né il y a 3 ans. J'ai un parcours de plus de 20 années d'expérience en chirurgie assistée par ordinateur appliquée à l'orthopédie.
Donc, en orthopédie, on remplace des articulations qui sont endommagées par de l'arthrose. Ça concerne beaucoup de personnes en France. Par exemple, il y a 100 000 prothèses de genoux qui sont réalisées chaque année en France. Et une des problématiques, c'est d'assurer le bon positionnement des implants. Alors, traditionnellement, on utilise des instruments chirurgicaux classiques qui sont assez invasifs, donc qui nécessitent de réaliser des grosses incisions et qui ne garantissent pas un positionnement optimal des prothèses. Nous, on l'améliore. Alors, ce qu'on a créé, c'est un genre de GPS pour les chirurgiens qui va les guider pendant l'acte opératoire. Alors, c'est des technologies qui ont évolué beaucoup ces dernières années. Nous, ce qu'on a fait à Pyxis ces 3 dernières années, c'est intégrer toute cette technologie-là dans les lunettes de réalité augmentée, ces lunettes connectées qui déjà permettent d'avoir au chirurgien un outil plus petit, aussi puissant que l'étaient les systèmes anciens. Et nous, ce qu'on a fait en plus, c'est d'ajouter la capacité du GPS grâce à la caméra, qui est la même que celle qu'il y a dans votre téléphone. Donc, c'est la caméra vraiment basique qu'il y a dans votre téléphone. Elle est dans ces lunettes-là. Et avec ces lunettes-là, on analyse l'environnement et on capte les instruments et on les repère en 3 dimensions avec une précision sub-degré, sub-millimétrique. Donc, on guide le chirurgien. Donc, voilà, l'histoire de Pyxis, c'est 3 années à Besançon, dans la zone Thémis. Et c'est ma deuxième start-up. J'avais déjà créé une première start-up qui s'appelle OneFit, qui existe toujours à Besançon. Est-ce que ça vous a paru naturel de vous tourner vers l'intelligence artificielle pour améliorer le travail des chirurgiens orthopédiques? En tout cas, pas l'améliorer, mais le faciliter plus exactement. Alors, l'intelligence artificielle n'était pas le cœur de notre projet, mais c'est venu naturellement. Alors, il y a beaucoup de fantasmes autour de l'intelligence artificielle, qui est une famille très large. L'application qu'on voit le plus couramment, c'est ce qu'on appelle plutôt le deep learning, qui est une sous-famille de l'intelligence artificielle qui intègre, alors ça paraît vraiment compliqué, on appelle ça des réseaux de neurones, on essaie de reproduire un peu le mode de pensée du cerveau, mais il n'y a rien de plus bête que de l'intelligence artificielle. C'est un algorithme nouveau qui fait ses propres erreurs et qui s'alimente des informations qu'on va lui donner. Alors, ce qui fait que l'intelligence artificielle, c'est un algorithme et qui va dépendre des informations qu'on va lui donner. Donc, nous, comme je vous ai expliqué, on travaille sur des images. Ces images, on va alimenter l'ordinateur pour lui apprendre à reconnaître un cube, par exemple, dans ces images-là. Et plus tard, on va lui montrer un cube d'une autre couleur, d'une autre forme. Enfin, un cube, ça restera un cube, dans une autre position. Et il va réussir à la retrouver avec un pourcentage de chance assez important. Mais ça reste l'intelligence artificielle. Donc, pour nous, on l'utilise comme un outil d'amélioration des performances de nos algorithmes classiques. Donc, on l'utilise à 2 niveaux. Un, sur les images préopératoires, puisque nous, on peut travailler sur de la planification. Donc, le chirurgien orthopédique va faire un scanner du patient. Et ça, c'est des images qui ressemblent à des images radiographiques. Et nous, on va reconstruire un modèle en 3 dimensions. Donc, on travaille actuellement sur l'épaule et on va reconstruire l'omoplate en 3 dimensions. Jusqu'à présent, c'était une application, une reconstruction qui était manuelle, qui prenait plus d'1 heure avec un taux d'erreur assez important. Et maintenant, on peut le faire automatiquement. Donc, on a fait plusieurs centaines de scanners qu'on a reconstruits manuellement et maintenant, on arrive à reconstruire automatiquement en 3 dimensions. Donc ça, c'est une des applications de l'intelligence artificielle appliquée à la navigation. Avant la chirurgie, notre capacité à faire un modèle 3D et ensuite, pendant la chirurgie, apprendre à l'ordinateur à reconnaître et à positionner les instruments en 3 dimensions. Donc, c'est des outils complémentaires aux algorithmes classiques. Alors, vous avez dit une phrase que j'ai beaucoup aimée, il n'y a pas plus bête que l'intelligence artificielle. Celle-là, je pense que je vais me la garder en mémoire. Alors, un autre secteur de la santé utilise l'intelligence artificielle, c'est au CHU de Dijon avec vous, professeur Callier et docteur Calligarine. Alors, professeur Callier, d'abord, vous êtes responsable du laboratoire de génétique chromosomique et moléculaire. En quoi consiste votre travail? Quel est le rôle de ce laboratoire au CHU? En fait, on est le seul laboratoire en Bourgogne qui fait les examens de génétique moléculaire et chromosomique, c'est-à-dire pour les personnes qui ont des retards mentaux, dysmorphie faciale, etc., prénatale, oncohématologique dans les leucémies. On fait les diagnostics génétiques en concertation avec les généticiens, la génétique médicale. Donc, on a un gros secteur, on fait environ 10 000 analyses par an. Et comme je vous le disais depuis le début, on est le seul centre en région Bourgogne. Alors, pour le diagnostic prénatal. Pardon, excusez-moi.
À vos côtés, vous avez un médecin un peu particulier dans son parcours, Dr Callegarin, sans vous offenser, puisque vous avez une formation d'ingénieur en informatique, puis vous avez ensuite bifurqué vers des études de médecine, donc un profil assez atypique. Vous êtes ce qu'on pourrait appeler un mouton à 5 pattes. Comment est née l'idée d'associer dans votre parcours médecine et technologie? Bonjour. Elles sont déjà associées. Si vous regardez tout ce qu'on a dans le laboratoire, on a beaucoup de machines et la technologie est associée à la médecine. Ça depuis déjà longtemps. L'idée, c'était d'associer une branche qui devient de plus en plus populaire, qui est l'intelligence artificielle, à la médecine. Et ça, c'est parce que, justement, comme les autres intervenants l'ont déjà dit, il y a beaucoup de données. Les données doivent être traitées et il y en a de plus en plus de données. Et ces algorithmes nous aident à élaborer ces données et rendre les résultats meilleurs aux patients. Mais la technologie a toujours été associée à la médecine depuis longtemps. Et oui, David a un parcours assez atypique. Et en fait, il est arrivé dans le service il y a 3 ans et il a fait une formation, un master d'informatique aussi à Lyon, et il a intégré l'équipe SIAD du professeur Christophe Nicole à Dijon pour finir son master, et là, il est en thèse de sciences. Et alors, professeur Callier, vous qui n'avez pas le parcours d'ingénieur du docteur Callegarin, comment est-ce que vous appréhendez la place de l'intelligence artificielle dans la santé? Quel est le rôle que vous lui donnez? Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment le docteur Callegarin vous faites pour intégrer l'IA dans la médecine? Concrètement, comment vous l'utilisez? Alors moi, c'est très simple. En fait, quand David est arrivé dans le service, j'ai tout de suite compris qu'il allait nous apporter quelque chose d'autre que ce qu'on fait actuellement en routine. Parce qu'il faut savoir que la plupart de nos tâches sont des tâches automatiques. Et avec David, en fait, avec l'intelligence artificielle, nous sommes aperçus que tout ce qui était automatisé à faible valeur ajoutée, on pouvait, grâce à l'IA, pouvoir être beaucoup plus rapide sur les diagnostics, que ce soit en préventif ou en prédictif. Et grâce à David, on a développé certains algorithmes en génomique, et aussi sur le karyotype. Maintenant, on a une automatisation du karyotype, et nos techniciennes gagnent un temps phénoménal pour analyser les chromosomes des patients. Et l'intérêt de cette nouvelle technologie comme l'IA, c'est d'utiliser cette IA dans le parcours du soin du patient pour permettre plus tard, comme aux urgences, d'être beaucoup plus réactif, etc. Voilà. Alors, Monsieur Henry, vous qui travaillez également, alors là, on avait 2 médecins qui nous ont expliqué comment ils utilisent l'IA. Vous avez créé un outil pour les médecins. Comment les chirurgiens orthopédiques ont appréhendé l'arrivée de l'IA dans leur métier? Est-ce qu'ils y ont vu un outil, une facilité, une crainte peut-être? Pour eux, c'est assez transparent. C'est-à-dire qu'ils utilisent un outil de navigation et nous, on a garanti l'efficacité de ce produit-là. Les problématiques ne sont pas forcément avec les chirurgiens, en tout cas pas cette catégorie de chirurgiens orthopédistes, une catégorie de médecins qui est plus inquiet aujourd'hui par l'arrivée de l'IA, ou qui l'a été, c'est plutôt les radiologistes, puisqu'aujourd'hui, les avancées les plus importantes sont celles dans le traitement de l'image radio, scanner, puisqu'aujourd'hui, on a des algorithmes qui montrent une meilleure détection des cancers grâce à l'IA que par un radiologue. Donc, et de manière plus rapide. Donc, il y a vraiment une inquiétude de l'IA par rapport à ces médecins qui pourraient être remplacés par des IA pour leur détection de cancer, par exemple. Dans notre domaine, aujourd'hui, quand c'est juste améliorer l'outil, il n'y a pas d'inquiétude. Par contre, on commence déjà à travailler, nous, sur une évolution de l'utilisation de l'IA en navigation ou en robotique. C'est aider le chirurgien à améliorer, pas seulement le geste, mais sa planification. Comment il va réaliser son geste? Est-ce que si on avait assez de données, est-ce qu'un patient, on pourrait lui appliquer un traitement personnalisé grâce à l'information qu'on aurait? Donc ça, c'est encore un autre niveau d'utilisation de l'IA. Et là, on peut avoir les médecins
s'inquiètent en fait de leur capacité à appréhender ces nouveaux outils d'aide à la décision. Aujourd'hui, nous, on est dans des outils très techniques qui ne posent pas de problème aux chirurgiens. Par contre, on est tous dans le domaine du médical et nous, on est précisément dans le medtech. Et la complexité aujourd'hui, c'est d'appréhender ça d'un point de vue réglementaire. Tous nos produits doivent être validés par des organismes notifiés et les règles n'intègrent pas aujourd'hui ces nouveaux outils. Comment intégrer un algorithme? C'est un algorithme. L'intelligence artificielle est plus difficile à certifier. Alors, on commence déjà à avoir des produits médicaux certifiés qui intègrent ces intelligences artificielles, mais pour nous, c'est des aspects plus compliqués à gérer. Est-ce que, Monsieur Roche, au sein d'Innovels, les entreprises, ceux qui créent les technologies et le corps médical travaillent de concert? Est-ce que les deux mondes arrivent à se comprendre? On voit que le résultat marche, notamment avec Pixie Medical ou avec le professeur Callier, mais en amont de ces résultats, comment travaillent ensemble, au sein notamment d'Innovels, les deux camps, entre guillemets, médecine et technologie? Alors, je dirais que c'est difficile de travailler l'un sans l'autre. La majeure partie des innovations, incluant ou pas de l'IA d'ailleurs dans le dispositif médical, viennent d'un besoin médical. Et parfois, et ça arrive également dans Innovels, les sociétés sont créées par du personnel médical, des chirurgiens ou des médecins ou autres d'ailleurs, qui ont identifié le manque ou le problème et développé des technologies. Donc il y a effectivement une nécessité que le dispositif médical développé parte d'un besoin médical. C'est effectivement la base. Au sein d'Innovels, ça fait partie des missions du cluster et du pôle des microtechniques en général, c'est de rapprocher justement un peu ces deux mondes et de les faire se réunir, discuter entre eux pour identifier les besoins et trouver des solutions. C'est d'ailleurs un des événements que nous avons organisé récemment, que nous organisons depuis 3 ans, qui s'appelle le Hacking Health, qui sur 2 jours réunit des associations de patients, par exemple des praticiens hospitaliers, personnel hospitalier, et un certain nombre d'entrepreneurs ou futurs entrepreneurs, et des écoles d'ingénieurs particulièrement, pour trouver des solutions à des problématiques médicales sur 2 jours, donc comme un hackathon de l'innovation que vous connaissez sans doute. Voilà, et au bout de 2 jours, on arrive à trouver des solutions assez prometteuses et innovantes. Et les médecins sont demandeurs ou les entreprises sont-elles aussi demandeuses de ce partenariat? Est-ce qu'il y a vraiment une demande réciproque ou est-ce que c'est plutôt justement, comme vous le disiez, le besoin part souvent du corps médical qui aimerait une amélioration et qui va du coup se tourner vers l'entreprise, ou l'entreprise arrive aussi à être force de proposition? Alors je dirais il y a peu de généralité, c'est-à-dire c'est souvent au cas par cas, mais quoi qu'il en soit, si le besoin vient du praticien hospitalier, on s'interroge moins sur sa légitimité, si vous voulez, au départ, et ensuite les problématiques qui arrivent, elles sont souvent techniques. À l'inverse, lorsque l'innovation vient d'une structure, d'une société privée, il y a toujours ce besoin d'avoir l'avis médical et il y a une volonté d'aller vers ces avis médicaux. Et effectivement, un de nos rôles, c'est aussi nous de mettre en relation, parce que parfois c'est un peu compliqué, ou disons c'est un petit peu simplifié, notamment sur les startups, on est en relation avec par exemple un chirurgien ou un praticien hospitalier qui dit que le besoin est là, mais ce n'est pas forcément vérifié sur 10, 50 ou 100 praticiens, si vous voulez. Donc c'est aussi un de nos rôles de dire est-ce que vraiment c'est général ou est-ce que c'est un peu localisé. Mais voilà, des fois ça manque un petit peu, mais il y a quand même ces échanges et nous sommes là, nous, pour les favoriser. Alors, au sein du CHU, les échanges… Pardon ? J'ai cru que quelqu'un voulait intervenir, excusez-moi. Au sein du CHU, oui, donc c'est… Ah, pardon, Monsieur Henry, vous vouliez intervenir? Ah, Monsieur Callier, pardon, excusez-moi, je n'avais pas le retour caméra. Monsieur Callier, je vous écoute, pardon. Je voulais compléter, c'est que pour l'intelligence artificielle, nous, dans le service, on part du praticien et on va vers les technologies. Et c'est vrai que les startups arrivent avec leurs technologies et on essaie de faire le lien entre les deux. Donc, on est en train d'essayer de créer un centre de ressources qui permette de faire ce lien au CHU de Dijon. Voilà, c'est pour compléter que nous, les praticiens, sont très, très demandeurs
d'IA et d'automatisation de leurs données, etc. Alors justement, j'allais venir vers vous, professeur Carlier, parce que s'il y a bien un endroit où la technologie a rejoint aussi la médecine et que la demande ne venait pas forcément de la santé, même si vous étiez très ouvert, j'imagine, effectivement, à l'intelligence artificielle, l'arrivée du docteur Calligarine a dû modifier les choses. Mais vous le disiez surtout tout à l'heure, il y a dans l'IA une aide à la décision, un accompagnement. Est-ce que le rôle du soignant, que ce soit pour vous, docteur Calligarine, ou pour vous, docteur Callier, est-ce que le rôle du soignant a changé avec l'IA? Non, le rôle du soignant n'a pas changé. Comme les intervenants disaient, quand on parle d'IA, on parle d'algorithmes qui sont issus des statistiques et ces algorithmes qui sont issus des statistiques aident dans la décision, mais ils ne prennent pas la décision. Donc, ils vous rendent par exemple une probabilité que la décision X soit meilleure par rapport à la décision Y, mais ils ne sont pas capables de prendre des décisions sur tous les sujets. Certains sujets restent trop difficiles, mais certaines tâches, comme le professeur aime souvent dire, celles les tâches répétées qui n'ont pas une très grosse valeur ajoutée, celles-là peuvent bénéficier des algorithmes statistiques d'IA et l'IA peut aider dans ces décisions concrètement, peut simplifier. Pour les décisions plus faciles, elle peut même prendre la décision finale, mais il y a beaucoup de décisions complexes parce qu'on a tendance à surestimer beaucoup l'IA. On en parle comme si c'était le robot qui vient et qui fait tout le travail à la place de l'humain. Non, c'est des algorithmes statistiques qui donnent une aide dans l'élaboration de données, qui peuvent même rendre des résultats dans les cas plus faciles, mais le rôle du clinicien, le rôle même des techniciens, parce que il faut savoir que dans toute la chaîne, le rôle de tous les opérateurs n'est pas mis en discussion par l'introduction de l'IA. L'IA permet de simplifier la tâche, la vie, à tous les opérateurs du sanitaire, mais il ne les remplace pas. Ni les médecins, ni les techniciens, ni tout opérateur du domaine sanitaire. Je ne sais pas si le professeur... Je compléterais, c'est que notre rôle maintenant avec de l'IA, c'est un rôle de supervision. Enfin, les algorithmes que David développe à partir de machine learning ou deep learning, elles sont supervisées par, comme moi, l'expert, et ça permet de faire une globalité dans l'IA, mais ce n'est pas pour aujourd'hui qu'on remplacera le médecin, et ce n'est pas l'objectif de l'IA. Est-ce qu'on doit s'attendre à retrouver ou est-ce qu'il faut encourager du coup l'entrée de l'intelligence artificielle à d'autres services que le laboratoire de génétique chromosomique et moléculaire? D'ailleurs, est-ce que l'IA a fait son entrée dans d'autres services du CHU de Dijon ou même à Besançon par exemple? Oui. Déjà, il y a la radiologie où ils avaient le premier scanner IA en Europe qui est arrivé au CHU de Dijon. Et nous, on travaille concrètement avec le service d'anatomopathologie du professeur Martin. Et là, on est en train de travailler sur des algorithmes pour les reconnaissances d'images, mais de texte aussi. Et aussi le service d'hématologie, on travaille d'hématologie biologie ou sur des projets d'IA en développement. Mais on a des gros projets qui sont en cours avec la région et la métropole de Dijon. Monsieur Henry, vous travaillez actuellement sur la chirurgie orthopédique du genou. Demain, vous l'avez dit, vous allez aussi travailler sur celle de l'épaule. Est-ce que, avec votre procédé, est-ce que l'IA peut s'inviter, là encore, dans d'autres blocs opératoires? Oui, toutes les articulations peuvent être concernées. Un des points qui va rester bloquant pour nous, ça va être la donnée. L'IA se nourrit de données. Et il faut que ces données-là soient structurées parce que l'intelligence artificielle ne comprend que ce qu'on lui prépare. Et il va essayer de retrouver ensuite des éléments dans de nouvelles images par rapport à ce qu'on lui a donné. Et ce qui prend le plus de temps, ce qui est le plus compliqué à faire, c'est la data. Et c'est là que les partenariats entre les entreprises et les centres universitaires ou les hôpitaux seront importants, puisque c'est eux qui ont la donnée, les scanners, l'enregistrement de ces données. Bien sûr, il faut protéger les données patients, donc il y a des processus réglementaires à respecter. Mais il faut prendre conscience que la valeur des algorithmes d'intelligence artificielle ne viennent que de la qualité des données qui viennent auparavant. Et le futur de l'intelligence artificielle passera par notre capacité à récupérer et à structurer facilement ces données-là. On peut envisager donc qu'ailleurs que dans l'orthopédie, là encore, dans des blocs, on peut y s'installer ce GPS dont vous êtes le créateur sur d'autres outils pour d'autres types d'opérations?
Dans toutes les opérations. Alors nous, on est sur de l'articulaire, donc on a le genou. Je parlais de 100 000 prothèses de genoux par an. En France, il y a plus de 150 000 prothèses de hanches par an en France. Donc la hanche aussi peut être concernée. Tout ce qui est articulaire, tout ce qu'on peut venir naviguer par rapport à de la reconnaissance. Alors nous, ce qui est facile aujourd'hui, c'est que c'est de la reconnaissance de structures rigides, mais on pourra s'adapter après sur des structures souples pour naviguer une chirurgie cardiaque, naviguer une chirurgie musculaire ou viscérale. Donc on arrive, on avance très rapidement. Alors pas sur Besançon, mais sur Strasbourg, ils font déjà des travaux sur la reconnaissance d'un foie à l'aide d'outils d'endoscopie, des petites caméras qu'on vient insérer dans le corps et arriver à reconnaître et à positionner correctement le foie. Donc la chirurgie de la tumeur, en fait, toutes les chirurgies naviguées pourront bénéficier de ces outils-là. On parlait de robotique, nous aujourd'hui c'est un geste libre, qu'on guide le chirurgien librement, mais on pourra aussi inclure ces outils-là dans les robots qui permettront l'assistance. Et aujourd'hui on les aide que dans le guidage. On parlera aussi d'aide à la décision plus tard pour aider le chirurgien quand il doit faire face à un choix pendant la chirurgie, pour le guider s'il doit prendre telle ou telle décision. Mais le chirurgien aujourd'hui, est ce qu'on souhaite tous, c'est qu'il reste maître le plus longtemps de sa décision. Tant que l'ordinateur n'aura pas la conscience, c'est ce que je l'expliquais tout à l'heure, sur l'intelligence artificielle, il y a souvent une confusion entre intelligence et conscience. Les ordinateurs n'ont pas de conscience aujourd'hui. Alors, Google, Facebook, tout ça nous promettent que d'ici 15 ans, les ordinateurs auront une conscience. Ils pourront alors prendre leurs propres décisions. Ce sera à nous de choisir si on veut partir dans cette direction-là. Alors, vous me disiez, ça reste le médecin, comme le disait également le professeur Khalil, le docteur Kalegarine, qui reste à la décision. Mais vous disiez à l'instant, effectivement, dans le bloc opératoire, l'IA va être là pour, en gros, le conseiller. Est-ce qu'il n'y a pas le risque quand même d'influencer finalement la décision que le médecin aurait prise sans l'IA ? Alors, il y aura toujours cette notion-là d'influence, mais déjà quand on lui donne une information, qu'elle vienne ou non d'IA, on l'influence. On lui donne une information, même si elle vient d'un algorithme qui n'est pas de l'algorithme IA, c'est un algorithme classique, on lui donne une information. Lui, il l'interprète pour savoir, et c'est là que le chirurgien a toute son importance. Mais autant un chirurgien qui a de l'expérience, finalement, on va pouvoir donner de l'expérience, puisque l'IA se nourrit de l'expérience, à de jeunes chirurgiens qui auraient moins d'expérience. Mais là, on rentre dans des débats qui commencent à se présenter, mais qui n'ont pas encore d'application réelle. Ça sera aux chirurgiens et aux autres médecins de travailler, et ils commenent déjà à travailler sur ces outils de réflexion. Docteur Nous, on donne Calier, des outils techniques. Nous ne sommes pas là, on donne des outils qui intègrent ces décisions. Le chirurgien, c'est à lui de décider ce qu'il doit faire de cette information-là. Professeur Calier, docteur Kalegarine, je vous reposerai un peu cette même question. Est-ce qu'il n'y a pas un risque d'influence de l'IA, même si le médecin reste le décisionnaire? Est-ce que la décision aurait été la même, d'après vous, sans cette influence, ou est-ce qu'au contraire, cette décision sera donc meilleure grâce à l'IA? Le risque d'être influencé est toujours présent. Et ça, dans n'importe quel domaine. Donc, le risque existe. Après, je reprends ce que j'avais dit. Pour l'instant, l'IA, on ne doit pas la surestimer. On ne doit pas penser qu'elle est capable de prendre des décisions extrêmement complexes. Comme justement M. Henry l'a dit, on commence à avoir des cas où l'IA est capable de proposer des solutions sur des thématiques très complexes. Mais c'est au cas par cas. La possibilité d'être influencé existe, mais en règle générale, je parle dans la généralité de ce qui est IA et santé, l'IA n'est absolument pas capable de remplacer les opérateurs de santé en général. Peut-être que dans 10, 15 ans, mais moi je pense même plus, on pourra en rediscuter et peut-être que les cartes sur la table seront différentes. Mais pour l'instant, on ne remet pas en discussion le rôle des professionnels de santé. Mais pour répondre à votre question, l'influence, oui, ça peut influencer effectivement les décisions, mais il faut savoir que pour beaucoup de décisions, la grosse majorité, le professionnel de santé est encore supérieur à la machine, mais la machine peut l'aider dans les tâches répétitives. Oui, et je compléterai ce qu'a dit David, c'est que
moi, je vois tout ce que David développe. La décision finale, c'est le médecin qui l'a fait, hein, obligatoirement. Et on a des propositions et nous, on valide derrière. Voilà. Mais j'ai bien entendu aussi le message du docteur Callegarin, on en reparle d'ici 10-15 ans. Donc on se refait une petite émission et on en rediscute. Monsieur Roche, on a vu un peu du côté des médecins, des professionnels de santé, du côté des industriels. Quel va être le défi pour eux à relever pour l'avenir avec l'IA dans la santé? Alors, juste pour un petit peu compléter ce qui vient d'être dit, on parlait de risque que l'IA supplante finalement le praticien. Moi, je ne pense pas qu'il faille analyser ça du tout comme un risque. Au contraire, c'est une diminution des risques. Si aujourd'hui on utilise l'IA en médecine, et notamment, c'est ce que disait tout à l'heure M. Henry, c'est très utilisé en analyse d'images, et c'est là où effectivement les praticiens ont un petit peu peur de l'IA, parce que ça prend une partie de leur travail, mais cette IA, elle fait une analyse qui, in fine, et c'est très bien montré, est souvent plus fiable que l'analyse qui est faite par le praticien lui-même, parce que l'IA, elle ne se fatigue pas, elle peut travailler 24 heures sur 24, et comme le disait encore M. Henry, il n'y a rien de plus bête qu'une IA, c'est-à-dire que en fonction des données qu'on lui a insufflées, elle fera une analyse en fonction de ces données. C'est comme un ordinateur, si vous voulez, très, très, très clairement. Donc, par rapport à un praticien qui va lire, un radiologue par exemple, qui va lire des images toute la journée, on comprend bien qu'à 17 heures, sa capacité d'interprétation n'est pas forcément la même qu'à 9 heures le matin. Tandis que l'IA, si elle a les bonnes données, elle va donner le bon pronostic à chaque fois. Faut-il encore qu'elle ait les bonnes données? Donc moi, je ne pense pas qu'il faille parler de risque. Au contraire, c'est bien évidemment une diminution du risque et une réorientation des activités quotidiennes de certains praticiens. Donc voilà, ça c'était la précision par rapport au remplacement de l'IA. Mais évidemment, la décision finale appartient aux praticiens. Ça c'est très clair aujourd'hui. Alors, quels sont les défis pour les industriels de demain? Je dirais c'est d'adapter des outils qui, encore une fois, ont un réel bénéfice médical, parce qu'il y a certains outils qui sont toujours en cours d'évaluation. Je vais citer par exemple une structure dijonnaise qui s'appelle MyExpression, qui développe un algorithme, qui a développé un algorithme pour mieux orienter la thérapie de gens qui souffrent de polyarthrite rhumatoïde. Donc c'est basé sur une analyse de plusieurs milliers ou dizaines de milliers de patients sur de l'ARN dont on entend beaucoup parler aujourd'hui avec les vaccins Covid, mais là c'est complètement différent. Et donc cette analyse, elle se fait avec un séquençage de cet ARN et basé sur l'ensemble des patients auparavant, on va donner une orientation sur la meilleure stratégie thérapeutique, en fait, le choix entre 3 ou 4 médicaments et l'ordre de traitement. Donc ça, ce sont des choses qui sont toujours en cours de validation et on le voit bien, un des gros challenges de ces sociétés-là, c'est de valider que les résultats qu'ils obtiennent en fait en analysant, enfin basés sur les bases de données qu'ils ont, les résultats qui sont validés, je dirais in silico, peuvent être validés en clinique, en essai clinique. Et donc, ce n'est pas toujours évident de partir d'analyse in silico et de valider cela en clinique sans faire de la clinique. Il faut à un moment passer par la clinique. Donc, un des gros défis, c'est de dire comment est-ce qu'on peut passer d'analyse de 10 000 ou 100 000 patients qui ont été faits au sein d'un ordinateur à une pratique clinique. Combien est-ce qu'il faudra faire de patients pour le valider? On imagine que ce sera compliqué de valider toutes ces études avec 100 000 patients à chaque fois. Donc ça, c'est un gros défi et je dirais qu'il est relativement lié au réglementaire en général, c'est-à-dire que ce que disait Sébastien Henry tout à l'heure, effectivement, tout n'est pas très bien qualifié aujourd'hui au niveau réglementaire et il y a encore des incertitudes, tout n'est pas forcément écrit vis-à-vis de l'intelligence artificielle et de son interaction dans le pronostic, dans le diagnostic. Ou de l'aide dans les dispositifs médicaux. Donc voilà, tout cela demande à être calé et je pense que c'est un gros défi des industriels d'arriver à faire rentrer ça dans le cadre d'une loi ou d'une réglementation qui est encore aujourd'hui un peu hésitante.
Merci, Monsieur Roche. Une dernière question, messieurs, que je vous pose à tous les quatre. On a parlé des industriels, on a parlé des médecins. Il reste un personnage important dans cette place de l'IA dans la santé, c'est le patient. Est-ce que les patients sont informés, sont curieux de savoir la place des nouvelles technologies? Est-ce qu'ils y sont plutôt favorables? Est-ce que l'un de vous a des retours sur cette place du patient et ses attentes par rapport aux technologies utilisées? Alors, nous, dans notre domaine, on a des retours de chirurgiens qui sont questionnés par leurs patients sur les technologies qui vont être utilisées pour la pose des prothèses. Donc aujourd'hui, je parlais de la robotique. C'est vrai qu'il y a un aspect où les patients pensent qu'avec un robot, ils seront mieux opérés. Donc ça, c'est assez clair. Ils sont peu informés sur la place de l'IA dans ces nouvelles technologies-là. Ça reste encore quelque chose qu'ils imaginent plus éloigné que ce qui est la réalité en fait des choses, puisqu'on commence déjà à avoir ces algorithmes dans des produits qui sont utilisés pour leurs soins. Donc la technologie les intéresse, ils posent des questions. L'IA est encore trop éloignée aujourd'hui par rapport à ces attentes-là, mais ils devraient se poser des questions. Professeur Callier, docteur Callegarine, est-ce que vous souhaitiez compléter cette place aussi du patient? Oui, les patients sont très intéressés par ce qui se passe dans le domaine médical et les technologies utilisées. D'ailleurs, il m'est arrivé de rencontrer un patient qui était très intéressé aux technologies qu'on utilisait et qui demandait vraiment de pouvoir voir le laboratoire et les technologies utilisées. Il avait déjà assisté à des journées portes ouvertes pour voir comment ça se fait dans le laboratoire. Et donc, je pense qu'il y a vraiment un intérêt et une connaissance de ces technologies, une sensibilité forte, pardonnez-moi, c'est ça le terme que je cherchais, du patient par rapport à ces nouvelles technologies. Donc oui, je pense que le patient est bien conscient de l'arrivée de ces technologies et il est intéressé à les connaître. Oui, je compléterais, c'est qu'on a eu des demandes de visite du laboratoire et des interventions de Davidet auprès des patients, des associations qui voulaient savoir techniquement et aussi éthiquement comment ça se passait au niveau de l'IA. Donc, c'est en cours un travail qu'on est en train de faire avec une équipe SHS pour développer l'IA, la relation IA-patient. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, en tout cas à tous les quatre, messieurs. Merci d'avoir pris le temps de répondre à mes questions et de vous être libérés en visio. Vous pouvez retrouver bien sûr l'émission sur notre site internet, également sur Facebook et sur YouTube. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission. Merci encore, Monsieur Henry, Monsieur Roche, Dr Callegarine et Dr Callier. Au plaisir de vous croiser à nouveau pour parler d'ici 10 à 15 ans, si j'ai bien compris, de la place de l'IA dans la santé. Merci à vous quatre. Merci à vous. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir, messieurs.